On sait, les cycles de violence, eh bien, ils sont chose commune pour les Gazaouis. Les enfants de moins de 15 ans, qui forment d'ailleurs 40 de la population de Gaza, sont encore plus à risque d'être marqués par cette violence. Alors qu'ils vivent au milieu des bombardements incessants, quels sont les impacts de cette guerre sur leur santé physique et leur santé mentale aussi? Karine Papazian-Zorabian est psychologue, directrice scientifique de l'équipe de recherche sur les familles réfugiées et demandeuses d'asile. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir Madame Gauthier. Merci Vous de l'invitation. vous spécialisez dans les traumatismes de guerre chez les enfants, justement. Donc, qu'est-ce que vous observez le plus souvent chez ces enfants qui vivent la guerre? Oui, mais en fait, malheureusement, la violence humaine, elle continue dans le monde et quand il y a des guerres, souvent ce sont les civils qui payent le prix le plus lourd et les Mhm. enfants, en principe, sont ceux qui souffrent le plus. Souvent, oui, dans les guerres, il y a les bombardements, bien sûr, il y a les destructions, il y a d'abord la mort brutale, la mort violente, la mort rencontrée précocement, hein, à un âge où les enfants ne devraient pas ni frôler eux-mêmes la mort, ni voir leurs parents, leurs proches, leurs frères et sœurs mourir. Il y a aussi en plus le risque d'être blessé, de perdre, d'être invalide, de perdre des membres ou la santé. Mais à part tout ceci, et ce qui est déjà énorme, il y a aussi, dans un contexte de guerre, et on le voit à Gaza, en Ukraine, bon, dans le Haut-Karabakh, il y a des guerres partout dans le monde, malheureusement. Mm. Il y a des enfants euh, euh, qui manquent aussi, disons, leurs droits les plus élémentaires ne sont pas respectés. Le droit à la vie, le droit à la protection, le droit à la sécurité, le droit d'avoir un toit, le droit de l'alimentation saine. Là, on est dans le droit de l'eau potable. Là, on ne parle pas du droit à la santé, aux services de santé, le droit à l'éducation. Ouais. Je pense qu'il y a une atteinte vraiment très, très importante de tous les droits des enfants. Et ça aussi, ça a ses conséquences. Donc oui, il y a la rencontre avec la mort et les pertes, bien sûr, les pertes matérielles aussi, parce qu'à un certain moment, là, on a 1 million de déplacés, des jeunes qui n'ont plus, ils n'ont plus leur maison, leurs souvenirs d'enfance. Il y a Ouais. vraiment, les pertes sont très, très importantes. Donc, je pense qu'il y a autant, c'est ça, il y a le côté de la violence, mais aussi les conséquences de la guerre sur les différentes sphères de la vie qui vont affecter le développement global des enfants, autant le développement affectif, social, cognitif que physique. Et ils sont nombreux à Gaza, je le disais d'entrée de jeu, 40 de la population a moins de 15 ans. Et si on regarde les victimes, certaines ONG disent que la moitié seraient des enfants depuis le début de cette guerre-là. Oui, ouais, je pense que c'est là où je pense que on voit l'atrocité de la violence humaine et ce sont les adultes qui font cette guerre, ce sont les adultes et ça c'est quelque chose qui reste chez les enfants. Ils n'ont plus confiance en l'être humain, ils n'ont plus confiance en l'adulte. Hein, bon, moi qui a mené des recherches autant au Liban, en Arménie, qu'ici, avec des réfugiés, des Mhm. enfants réfugiés qui viennent au Québec, il faut du temps hein, pour réparer ces blessures. Et ce qui va souvent réparer, c'est la vie, c'est-à-dire le retour à la normalité, la vie normale, la protection, la sécurité, l'école, les services de santé. Hein. Petit à petit, dans le temps, il va y avoir une réparation autant que c'est possible, dépendamment bien sûr de l'intensité des traumatismes vécus et des facteurs de protection qui ont été là ou non. Et dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a presque plus de facteurs de protection parce que la violence est partout, la destruction est totale et en même temps, les parents aussi sont comment être parent dans ce contexte-là, comment protéger son enfant, comment lui procurer à manger, à boire. Être parent dans ce contexte-là doit être aussi et toujours aussi très, très difficile. M'amener sur une piste, Madame Papazian-Zorabian, celle de la spirale de la violence, des cycles de la violence qui sont si fréquents à Gaza. Il doit y avoir aussi un traumatisme générationnel, non? Oui, mais en fait, tous les traumatismes se transmettent d'une génération à l'autre. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des séquelles. En fait, nous portons tous les histoires de nos peuples. Hein, et Mhm. ce sont des enfants qui vont porter, hein, qui portent depuis déjà 70 ans. Hein,
ces histoires de violence. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on revient et on reparle des traumas transgénérationnels. Là, on reparle des génocides, de l'Holocauste, des guerres, mais parce que les violences humaines continuent et se transmettent aussi, les traumatismes se transmettent aussi d'une génération à l'autre. C'est pour ça qu'une réparation est nécessaire. Hein. Et quand je dis que ça va se répéter, bon, autant la violence peut se répéter, mais aussi toutes les souffrances qui peuvent entraîner des difficultés de comportement, d'apprentissage chez les jeunes. Mais je tiens quand même à dire qu'il ne faut pas aussi penser que tous ces enfants de la guerre vont être de potentielles personnes malades mentales ou des personnes qui vont nécessairement tous avoir des problèmes de toxicomanie ou ils vont tous être agressifs. Je pense que c'est quand même important de dire que ce sont des enfants qui vont aussi développer des stratégies de survie. Mais là, une certaine force, finalement. Oui, une certaine force, s'ils arrivent à survivre, hein, ils vont développer certaines stratégies de survie. Ils vont aussi croire, en fait, ils vont savoir la valeur de la vie. Quand ils vont être en sécurité, quand ils vont être en paix, ils vont connaître la valeur de la vie et la valeur de la paix. Hein, mais il faudrait leur offrir cette possibilité de retrouver leur enfance. Maintenant, ils sont dans un genre, en fait, ils sont, je dirais, dans un no man's land psychique. Hein. Tout est arrêté, c'est la sidération, tout est arrêté parce qu'ils ne peuvent pas penser, c'est impensable ce qu'ils vivent. Donc la pensée est sidérée, les émotions sont, oui, un peu comme gelées. Hein. Il y a dans les traumatismes, il y a tout le temps ce côté un peu où, justement, on est un peu comme anesthésié, mais c'est aussi une stratégie de survie, hein, parce que si on n'est pas anesthésié, comment vivre toutes ces souffrances. Hein. Donc, c'est un mécanisme aussi de défense, une stratégie de survie, que d'être un peu anesthésié, de se déconnecter, de se dissocier un peu émotionnellement pour pouvoir survivre. Mais ça ne doit pas durer très longtemps et il faudrait donner à ces enfants la possibilité de retrouver d'abord leur enfance et aussi leur dignité humaine. Parce que dans les guerres, et c'est ça qui est atroce, les civils, les femmes, les vieilles personnes, les personnes handicapées, les enfants qui perdent la vie, il y a une déshumanisation de l'être humain. La vie n'a aucune valeur, leur vie n'a pas de valeur. Et moi, ça rejoint un peu beaucoup de paroles de jeunes réfugiés qui sont arrivés au Québec, avec qui j'ai mené des recherches ou avec qui j'ai travaillé et qui m'ont dit, mais on a remarqué en venant ici que les animaux vivent une meilleure vie ici que ce que nous vivions en contexte de guerre. Je pense que le fait de réaliser que leur vie était vraiment inhumaine et que les conditions étaient vraiment indignes de l'être humain, ça, les enfants réalisent ça. Et en fin de compte, le responsable, c'est l'être humain. Le responsable, ce sont les gouvernements qui font les guerres. Ce sont ceux qui produisent les armes, qui vendent les armes. Les différents groupes, différentes factions aussi. C'est ça, oui. Et dites-moi, ces enfants-là, est-ce qu'ils ont tous conscience de la gravité des événements au moment où ça se passe? Aussi, vous le dites, quand ils arrivent dans un pays comme le Canada, c'est là où on réalise tout ce qu'on a peut-être vécu ou cette anesthésie dont vous parliez tout à l'heure? Oui. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que tant qu'on est en contexte de guerre, on est en mode survie. Il faut survivre, il faut trouver un toit qui protège, il faut aller dans les abris des Nations Unies. Donc, on est en mode survie. Il y a comme un genre de déconnexion de ces émotions et il faut trouver à manger, à boire, etc. Donc, mais une fois qu'on arrive dans une société de droit, dans un pays en paix, où on peut baisser les armes, où on peut ne plus se protéger. Hein. C'est là, et en fait, c'est pour ça qu'en fait, quand les jeunes réfugiés arrivent dans une société de droit, et c'est là où les traumatismes vont être un peu réactivés parce que les mécanismes de défense vont être plus faibles. Et là, les traumatismes vont s'activer. Et là, c'est la guérison. C'est la guérison qui va commencer. C'est ça. La souffrance humaine va s'exprimer. Et la guérison pourrait être possible parce que les enfants doivent d'abord être dans un contexte sécuritaire et dans un contexte de protection aussi et de respect de leurs droits, de respect de leur dignité. Garine, c'est très possible, mais à long terme. Oui, voilà, c'est pas au moment où ça arrive. Garine Papazian Zorabian, merci beaucoup. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.